Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Serge Alain Outou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Pour sa troisième sortie depuis sa prestation de serment le 6 novembre 2018, Paul Biya a surpris en faisant fi de la crise qui sévit dans les régions nord-ouest et sud-ouest. L'on se souvient que lors de ses deux précédentes adresses à la nation, le président de la République avait explicitement demandé aux jeunes du nord-ouest et du sud-ouest dans un premier temps de déposer leurs armes. Le 31 décembre 2018, dans son adresse sur l'état de la nation et dans un ton martial, il déclarait, je cite, « Si l'appel à déposer les armes que j'ai lancé aux entrepreneurs de guerre reste sans réponse, les forces de défense et de sécurité recevront instruction de les neutraliser. » Fin de citation. Lors de son traditionnel message à la jeunesse du 10 février, pas un simple clin d'œil à la jeunesse meurtrie du nord-ouest et du sud-ouest, et prise entre deux feux d'une crise qui perdure. Discours à la jeunesse. Paul Biya esquive la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Discours à la jeunesse, Paul Biya esquive la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Maître Georges Teghem. Bonsoir. Bonsoir Saint-Jalin, bonsoir téléspectateurs toujours nombreux d'Equinox ce soir. Voilà, bienvenue une fois de plus sur le plateau. Merci, c'est un plaisir de répondre à votre invitation. Voilà, on va passer d'un confrère à un autre. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun, c'est bien cela? Ah ben, c'est bien de cela qu'il est question. Voilà, vous défendez aussi les couleurs du RDPC. Ouais, c'est ma famille politique. Comme la profession d'avocat, c'est ma famille professionnelle. Ok. Un autre qui a sa famille politique, le SDF, il est aussi avocat. Maître Achille Ledio, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous les panélistes. Vous êtes... Oui, allez-y. Bonsoir à tous vos téléspectateurs. Salutations militantes à tous les combattants SDF de Douala 2e. Ok. Vous êtes conseiller juridique régional du SDF pour Social-Démocratique Front. Effectivement. Ok, en face de vous, Camille Nélé, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain, bonsoir téléspectateurs d'Equinox Télévision. Vous êtes journaliste d'investigation. On vous voit spécialiste tous les 3 jours. Spécialiste des enquêtes criminelles. Voilà, on vous voit plusieurs fois par semaine sur Equinox Télévision. Bien évidemment, c'est la revue des grandes unes. Absolument. Voilà, bienvenue sur le plateau. Et lui, il est là pour la première fois. Jean-Jacques Ndiop, bonsoir. Bonsoir, c'est Alain. Voilà, vous nous venez comme ça de France, vous avez déjà passé 21 années. Bien évidemment. Voilà, vous êtes le coordonnateur France de 11 millions de citoyens. Effectivement, le mandat a été renouvelé le 23 décembre dernier, sur instruction du coordinateur national. Ah, sur instruction? Oui, c'était pas le vote? C'était le vote qui est passé, mais c'était dans la réforme des donc quand on adresse des instructions, pourquoi vous... Non, il a réorganisé le mouvement et on est passé au vote. Notre mouvement était démocratique, donc on est passé au vote. Une assemblée générale s'est tenue en région parisienne et les membres du mouvement 11 millions ont choisi ma personne pour diriger le mouvement pendant cette période. D'accord, je rappelle également que vous êtes entrepreneur. Évidemment. Voilà, bienvenue au Cameroun, chez vous. Chez nous. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être parmi vous et participer à cette grande émission. Je salue aussi mes panélistes qui sont avec moi et tous vos téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde et aussi les nombreux sympathisants du mouvement 11 millions qui malheureusement n'ont pas pu prendre part au défilé suite à l'interdiction donnée par l'administration. Mais bon, dommage, c'était la fête de la jeunesse. Il aurait été souhaitable que tous ces jeunes enfants puissent participer, parce que nous, en notre temps, on participait avec ferveur. C'était un grand moment. Un grand moment, il y avait de la retraite au flambeau. C'est ce jour-là qu'on cassait la caisse? Voilà, c'était à la veille, c'était le 10 à la veille de la fête, il y avait une très grande marche, avec des torches, on longeait le grand boulevard de la République. Voilà, et puis on se réunissait, c'était très festif. Dommage que ces moments de réjouissance, les jeunes de maintenant ne puissent pas le partager, mais c'est dommage pour tout le monde. Dites-moi, Jean-Jacques, vous venez de France? Bien évidemment.
Vous êtes repassé par rue d'Auteuil depuis le 26 janvier. Dans quel état se trouve l'ambassade du Cameroun après le tsunami du 26? C'est vraiment un peu désagréable de raconter ce qui est là-bas. Nous l'avions déjà signalé, notre leader a fait une sortie dans ce sens pour condamner ces événements. L'ambassade, c'est la maison de tous les Camerounais. Vraiment, c'est tous les Camerounais. Quels qu'en soient les problèmes qu'on peut avoir, ce moment, ce lieu est un lieu mythique qui est à conserver et à protéger par tous les Camerounais. Nous sommes passés là le 28. 2 jours après. Voilà, 2 jours après. L'endroit est toujours balisé parce que la police scientifique procède au prélèvement nécessaire afin de pouvoir savoir à peu près ce qui a lieu. Mais on peut aussi comprendre peut-être le mécontentement des uns des autres qui a pu conduire à cela. Mais on ne cautionne pas ces actes. Mais bon, les situations peuvent amener les gens d'être dans un désarroi et à commettre des actes qui eux-mêmes ne sont pas... savent que ces actes sont vraiment répréhensibles. Ok. Maître Ledio, comment va le SDF? On vous entend pas plus trop depuis... Non, le SDF se porte à merveille. Oui. Les différentes commissions de stratégie sont sont en train de travailler vraiment dans la sérénité. Et jusqu'à présent, ces différentes commissions ne déçoivent pas. Le SDF est en train de travailler sereinement le terrain. Vous préparez pour déjà les prochaines pour échéances législatives? Justement. C'est la même chose chez vous, 11 millions? Oui, nous sommes, voyez-vous, nous, au lendemain de la proclamation des résultats, on s'est mis sur le terrain. Le leader a toujours dit que le terrain compte pour nous. Oui. Et c'est à travers le terrain et à travers nos mobilisations que nous faisons régulièrement. Lui-même, il est sur le terrain. Il est dans l'extrême nord. Oui. Donc, on ne peut que suivre ce que le leader dit. Nous pensons que c'est à travers cette mobilisation et c'est à travers les urnes que le changement doit intervenir. Ok. Dites-moi, Kamine, le président s'est adressé aux jeunes le 10, une fois de plus, comme il est de coutume, mais il n'a pas évoqué le nord-ouest et le sud-ouest. Pour vous, c'est surprenant. On l'a suivi le 6 novembre, on l'a suivi le 31 décembre, le 10 février. Pourtant, il a demandé aux jeunes de déposer les armes. Oui, mais... Comment comprendre ça? C'est difficile à comprendre. Il est fatigué d'appeler au dépôt des armes, le président? Non, on ne peut pas se fatiguer. C'est donc quoi le problème? Non, je pense que la faute revient à ses collaborateurs. Oui. La faute revient à ceux qui rédigent ces discours. Oui. Bon, pensez bien que ce n'est pas le président lui-même qui rédige ces discours. Un président de la République, c'est pas forcément lui qui rédige ces discours. Oui. Il a autour de lui toute une équipe, tout un staff, et peut-être c'est ce qu'on appelle ses plumes. Donc, il a ses plumes qui auraient dû comme cela se fait dans le monde entier, regardez ce qui doit être dit aux jeunes, ce que les jeunes attendent d'un discours pour un jour, pour un événement aussi solennel. Ils auraient dû se dire que voici les questions de l'heure, voici les préoccupations de l'heure, voici ce qu'on peut dire, surtout pour essayer d'apaiser ces jeunes qui sont dans un désarroi absolu. Parce qu'il faut le dire, les jeunes Camerounais sont dans un désarroi total avec tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Que ce soit sur le plan sociopolitique avec les agitations, les soubresauts que nous connaissons depuis l'élection présidentielle, que ce soit sur le plan sécuritaire avec cette guerre civile, parce qu'il faut le dire, c'est une guerre civile qui dit son nom, cette guerre civile qui s'est installée et qui s'est encroûtée dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, que ce soit par rapport à l'insécurité permanente qui règne du côté, en permanente et angoissante, qui règne du côté de la Damawa, où des racketteurs et des kidnappeurs font la loi, que ce soit du côté même de l'extrême nord, où il y a l'angoisse de Boko Haram et surtout la hantise de bandes armées surtout qui sévissent dans les villages, qui arrachent des troupeaux de bétail et qui tuent les gens. Moi, je pense que la jeunesse camerounaise aujourd'hui a mal dans sa peau. Et elle s'attendait à ce que le président de la République lui dise quelque chose. Bon, il faut aussi souligner que depuis un certain temps, les discours du président de la République ne vont pas exactement dans le sens attendu par les jeunes. C'est pour cela que cette fois encore, et surtout cette fois de plus, le président de la République, ceux qui aident le président de la République sont passés légèrement à côté de la plaque en ne faisant pas que le président de la République s'adresse aux jeunes Camerounais, surtout de la zone
des zones du sud-ouest et du nord-ouest qui vivent les affres de cette guerre civile, qui sont en débandade aujourd'hui, qui sont en insécurité aujourd'hui, qui ont quitté absolument leur région d'origine et qui sont perdus un peu partout à travers le Cameroun. On s'attendait à ce que le président de la République ait un mot pour eux, qu'il leur dise quelque chose, qu'il parle de la crise anglophone, qu'il parle de cette crise anglophone. On dirait que quelquefois le président de la République a peur d'évoquer ce sujet en profondeur. Qu'il leur dise, vous les jeunes de la zone anglophone qui vivez ceci, qui vivez cela, sachez que le Cameroun pense à vous, sachez que nous mettons tous les moyens, sachez que... Moi je pense que ça aurait été un baume très très vivifiant au cœur des jeunes, mais malheureusement, une fois de plus, le coche a été raté. Ok, M. Tegayem. Écoutez, je respecte bien l'avis de mon voisin, mais voyez-vous, je ne le partage pas du tout. Le président de la République fait mieux que parler du nord-ouest que du sud-ouest. Dans le discours, il évoque la diversification de la formation, il évoque les problèmes l'esprit civique, il évoque le désœuvrement, il évoque un ensemble de points. Et il faut déjà dire qu'il est le président de la République, c'est-à-dire l'élu de la nation entière. En cette qualité, il ne s'adresse pas à une jeunesse particulière, il s'adresse à la jeunesse de son pays, il s'adresse à ceux qui l'ont élu. Il est l'élu de la nation et il représente tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes de 10 régions ont les mêmes problèmes? La jeunesse a des problèmes partout au Cameroun. Ils se posent à peu près de la même façon. Les problèmes Vous de la dites jeunesse. bien à peu près de la même façon. Ils sont pratiquement les mêmes. Est-ce que les jeunes du sud-ouest et du nord-ouest pouvaient, restons sur l'image du défilé du 11 février, est-ce qu'ils pouvaient aller défiler alors qu'il y a ce fameux lockdown de 10 jours qui leur demande de rester chez eux? Est-ce que c'est le cas dans les 8 régions francophones? Écoutez, n'allez pas dire que les problèmes sont les mêmes. Écoutez, il se pose un problème sécuritaire. Le président de la République l'a évoqué dans son discours. Oui. Il a dit, nonobstant les problèmes économiques et sécuritaires, le Cameroun vit. Il l'a dit dans son discours. Il a dit, nous devons rester unis et indivisibles. Il l'a dit dans son discours. Prenez le dernier paragraphe, vous verrez bien qu'il évoque le problème sécuritaire. Et il a dit que nonobstant ce problème, et il a dit, les épreuves nous permettent d'être davantage forts. C'est écrit dans le discours. Prenez le dernier paragraphe, vous verrez que c'est écrit. Alors il a dit. Donc il fait mieux en disant aux jeunes, voici ce que vous pouvez faire pour bien faire la politique. C'est-à-dire qu'il fait une œuvre de formation, il parle des réseaux sociaux, il évoque le caractère préoccupant des réseaux sociaux, il évoque un ensemble de sujets qui concernent l'ensemble de la jeunesse camerounaise. Moi, je pense pour ma part qu'il s'est occupé des jeunes du nord-ouest et sud-ouest, simplement avec un discours de façon, si vous voulez, générale. Il n'est pas allé sur des particularités, parce que, après tout, c'est l'élu de la nation entière. Je me rappelle du président Macron, il disait à propos de la Corse, il dit, la langue de la République c'est le français, mais le corse peut être enseigné. C'est une grande œuvre titanesque. Il faut manier la carotte et le bâton, comme on dit. Il n'a pas à s'adresser de façon particulière à certaines personnes pour éviter de frustrer les autres. Après tout, il n'y a pas qu'on nord-est qui a le problème. C'est vrai que le seul problème du Cameroun en ce moment, c'est le problème du nord-est et du sud-ouest, parce que tous les autres problèmes pour moi sont périphériques. Il y a une véritable guerre entre nous les Camerounais et il y a des sécessionnistes qui nous empêchent de dialoguer entre nous. C'est ça le véritable problème. Le président de la République a pris la mesure du problème. Il a dit aux Camerounais ce qu'il pouvait faire pour résoudre le problème. S'ils veulent faire la politique, comment ils peuvent la faire. S'ils veulent faire des études, l'ensemble des mesures qui ont été mises en place. S'ils veulent travailler, il a parlé, si vous voulez, de la professionnalisation des enseignements. Il a parlé de l'approche par compétence. Dans son discours, le président de la République a touché pratiquement tous les sujets en s'adressant à l'ensemble de la jeunesse du Cameroun. Les problèmes du nord-ouest et du sud-ouest, le président de la République les a évoqués dans son discours, mais simplement de façon plus politique. Voilà. Maître Tegayem dit qu'il n'a pas voulu parler spécifiquement des jeunes du sud-ouest et du nord-ouest, mais on sait quand même que le 6 novembre et le 31 décembre, il s'est adressé à eux de manière spécifique. Comment comprendre que maintenant que c'est la fête des jeunes, il parle de manière transversale? Ben voilà, ce que je vais dire, c'est que quelqu'un a dit tout à l'heure, le coach a été raté. Oui. Effectivement, c'est un discours qui a fait une victime de plus. La jeunesse anglophone a été méprisée par... Vous parlez de mépris? Non, a été mise de côté, a été ignorée. Oui. L'expression, ça a été... La jeunesse anglophone a été ignorée dans le discours de M. le Président de la République. Même s'ils sont n'importe quoi, même s'ils sont des sécessionnistes, encore, je préfère mettre ce mot entre guillemets, ce sont des Camerounais qui doivent aussi avoir les mêmes privilèges, qui doivent être autant attentionnés que les autres. Moi, je pense que
ce discours, c'est vrai, en tant que jeune, je ne m'y retrouve vraiment pas. Sous d'autres cieux, on serait à faire le bilan de ce que l'on a fait pour la jeunesse, pour sa jeunesse, durant l'année écoulée, 2018. Mais quand vous disséquez ce discours, vous vous rendez compte qu'on est encore à l'étape des promesses. On est à l'étape des promesses. C'est impensable. Je peux prendre 2 ou 3 exemples comme ça. On nous parle, le président nous parle du plan triennal spécial jeune. Mais de vous à moi, ça fait des décennies que l'on parle, que ce concept est à la mode. Que ce concept est à la mode. Sans jamais implémenter les réformes structurelles telles que voulues par le système socio-éducatif. Nous repartons encore dans le même discours, le paragraphe où il dit le gouvernement prendra des mesures pour que tout ce qui peut, je paraphrase rapidement, hein, tout ce qui peut dévier la jeunesse soit, je veux dire que le gouvernement traite contre, puisse sévir. Je dis non. L'alcoolisme, le tabagisme, ce sont des fléaux qui minent et qui détruisent la jeunesse. Il a dit dans son discours, il ne faudrait pas que les jeunes s'attardent et tombent dans ce revers. Mais, M. Alain, on ne peut pas être en train de combattre l'alcoolisme et être de l'autre côté, chaque jour en train de délivrer les licences d'exploitation des débits de boissons à côté des campus, à côté des établissements. Vous pouvez prendre l'exemple de Ange Raphaël, l'université de Douala. Regardez combien sont les bars et snacks qui pullulent à côté de la maison du savoir qu'est l'université. Vous êtes dans un amphithéâtre et je vous jure, en train de prendre les cours, vous pouvez regarder au travers de la fenêtre et voir carrément un ami, un camarade de classe qui a refusé de venir au cours, en train de soulever son coude à côté là. Le professeur était en classe, l'élève à 0 pas, à qui la faute? Aujourd'hui, on veut nous dire qu'on veut combattre ce qu'on est en train d'autoriser. Par ailleurs, dans le même discours, il nous est dit que la jeunesse devrait faire de la politique, si jamais c'est son souhait, soit en devenant candidat au municipal, au législatif, au sénatorial, soit. Mais nous disons encore, de quelle politique parle-t-on au Cameroun? Non, de quelle élection parle-t-on au Cameroun? Quelqu'un qui organise les élections et ne paie jamais, mais convie la jeunesse à venir. Non, mais ça c'est un autre débat. Je voudrais qu'on reste avec les jeunes du nord-ouest et du sud-ouest. La thématique ce soir. Vous avez dit qu'ils ont été mis carrément... Ils ont été ignorés. Ignorés. Carrément. Avec vous, Jean-Jacques Diok, le président a demandé depuis le 6 novembre à ces jeunes de déposer les armes. Il a réitéré le 31 décembre. Pour lui, c'est comme si les choses ne bougent pas sur le terrain. Pour laquelle il n'évoque plus le problème le 10 février. Vous avez oublié de dire qu'il a aussi créé un comité de réconciliation. Oui. Donc, comité national de désarmement et de mobilisation, c'est un DDR. Donc il crée beaucoup de choses pour la jeunesse. Mais est-ce qu'à chaque chose qu'il crée, est-ce qu'il en fait un bilan pour savoir si la jeunesse en a bénéficié? C'est très important. Quand il crée ces mécanismes de la jeunesse, il faut savoir si on a fait un bilan de cette politique publique qui met en place pour cette jeunesse. Pourquoi il devrait s'intéresser à nouveau à ces jeunes du sud-ouest et nord-ouest? Je ne pense pas. La solution que nous nous donnons depuis, que Cabral a dit depuis le 2016, quand cette crise a commencé, s'asseoir. C'est le problème de la jeunesse qui ont été évoqués. Elle est partie des problèmes corporatistes. Chez les avocats, c'était les jeunes aussi qui étaient là-dedans. On les a dit, allez là-bas, ça ne vous intéresse pas. Après, c'est devenu maintenant le problème d'ordre politique. Donc, quel intérêt donc il a encore à nouveau? Parce que la jeunesse du sud-ouest
du Nord-Ouest ne pourra pas être attentif à cela. Parce que chaque fois qu'il fait des promesses, chaque fois qu'il met des mécanismes en place, on ne voit à aucun moment une évaluation de ces politiques publiques vis-à-vis de ces populations-là. Pourquoi donc aujourd'hui il devait encore faire? Il a créé une comité. Le comité, c'était pourquoi? Peut-être les gens, ces jeunes ont dit, ok, on veut nous piéger, on va venir. Oui. Après, hop, voilà. Donc, il commence aussi à réfléchir un peu. Oui. Kawal Lébi a dit, la jeunesse doit se réveiller et travailler. La jeunesse doit poursuivre son travail. Aujourd'hui, dans son discours, il dit, la jeunesse doit faire la politique. N'eût été levé de Kawal. Est-ce que dans son discours, il a dit à un moment que la jeunesse doit faire la politique? Bon, s'il va donc rester à courir après Kawal, bon. Je voudrais faire observer en une seule phrase que mon confrère disait tout à l'heure que le président de la République n'a pas fait un bilan. Je voudrais lui indiquer que le président de la République a quand même fait observer dans son discours qu'il y avait 500 000 emplois qui ont été créés. Oui, mais ça, il a fait observer dans son discours qu'il y a en prospective un mécanisme de l'Institut de formation des formateurs. Il a également indiqué qu'il y avait 4000 projets au niveau des divers ministères, l'agriculture entre autres. Et il a demandé aux jeunes de mieux s'informer. Il a regretté le fait que les réseaux sociaux, enfin, il a indiqué que la propension des réseaux sociaux à mal former les jeunes était préoccupante. Il a dit qu'elle doit penser plus à un Cameroun réel qu'à un Cameroun des réseaux sociaux. Le problème des pays, tous les problèmes ont été évoqués par le chef de l'État dans ce discours. Et ce que vous voulez, Serge Alain, c'est qu'il dise, chaque fois qu'il dit jeunesse du Nord-Ouest et Sud-Ouest, quand il dit la jeunesse, il est élu de la nation, il parle de la jeunesse camerounaise entièrement, sans distinction. Non, ma question reste. Est-ce que la jeunesse du Cameroun a le même problème? Écoutez, les problèmes du Cameroun sont les mêmes. Les problèmes du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l'ensemble du Cameroun sont les mêmes partout. Si une fête républicaine comme le 11 février, où les jeunes n'arrivent pas à participer, non, dans ces deux régions du Cameroun, vous pensez que c'est... Il a évoqué le problème sécuritaire et il a répondu en disant que restons unis dans un Cameroun, dans une grande diversité. Il l'a dit. Pour moi, en évoquant et en disant ce qu'il y avait lieu de faire, en recommandant aux jeunes ce qu'il y avait lieu de faire, il a réglé un problème. Simplement, il ne va pas dire chaque fois qu'il prononce une phrase aux gens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, voici ce qu'il y a lieu de faire. Là-bas, il n'y a pas que des jeunes. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des personnes âgées. Donc, quand il s'adresse aux jeunes, il leur dit, en tout cas, c'était un discours qui était dédié à la jeunesse, il orientait sur le plan de l'éducation civique, comment on fait la politique, sur le plan de l'économie, ce qu'il faut faire, sur les égoïsmes internationaux, il a parlé des égoïsmes des États, il a évoqué à peu près tous les sujets en disant quelles étaient les difficultés des jeunes. Il a dit qu'il comprenait leurs problèmes. Il a même fait observer en poursuivant que voilà, je serais très content que vous commenciez à travailler pour continuer ce que vos aînés ont commencé. Il a donné les batailles d'avant en donnant les batailles futures. Il a dit avant, voilà le problème de la décolonisation, la mise en place de l'état de droit. Ensuite, il a parlé de l'unité nationale et il a dit aujourd'hui c'est la démocratie, le progrès social. Le président de la République a évoqué tous les sujets et il s'est adressé à la jeunesse camerounaise, que ce soit celle du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parce que moi je pense que pour régler cette crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le gouvernement prend des responsabilités, prend des engagements tous les jours. Ce n'est pas une crise aisée, elle est suffisamment difficile parce qu'elle est dans les têtes. Quand une chose est dans la tête, c'est difficile de la régler. Vous vous en souvenez, Serge Alain, on avait eu une discussion ici avec M. Eli Smith. Ils ont provoqué une réunion qui était une manifestation, une réunion publique, si vous vous en souvenez. Oui, justement. Et eux-mêmes, ils ont annulé parce qu'ils avaient reçu des menaces. Donc ce n'est pas une crise qui est facile à régler. Moi, j'ai discuté il y a quelques jours avec les gens de Kumbo. Savez-vous qu'à Kumbo, on ne paye pas l'eau. Kumbo est une ville où les gens il n'y a pas de snack, il n'y a pas de CDE ni de camote à Kumbo. Ils ont tout ce qu'ils veulent frier parce que l'ancien ministre Aïdjo, qui était le frère Ben Laforne, avait mis de l'eau là-bas. Mais est-ce que ça empêche qu'ils se plaignent? Vous comprenez que les problèmes, si on veut les évoquer en les particularisant, on va poser une diversité de problèmes et ça devient insoluble. Ce que je peux faire, c'est que le président de la République parle en des termes généraux qui s'adressent à tout le monde, à la nation entière, à la jeunesse camerounaise dans son entièreté, avec un discours pondéré, un discours mesuré, et surtout une œuvre d'éducation. Parce qu'en réalité, le problème du Cameroun est d'abord un problème d'éducation. Ok. Je pense qu'il n'est pas question sur ce plateau de faire l'exégèse du discours du chef de l'État. Le thème sur ce plateau est balisé, il est bien clair. Vous avez posé la question. Est-ce que
sud-ouest, est-ce que les jeunes du Cameroun ont tous les mêmes problèmes? Non, ils n'ont pas tous les mêmes problèmes. Les jeunes de Douala, le 11 février, il y en a qui étaient en train de défiler, d'autres étaient en train de s'envoyer en l'air dans les snacks, d'autres étaient en train de regarder la télé, d'autres étaient en train de se balader. Bref, ceux du nord-ouest ne pouvaient pas, et du sud-ouest, parce qu'il y a le lockdown. Avait la peur au ventre, ils n'étaient pas dehors. À Bamenda, c'est un défilé qui a fait 18 minutes. À Bouya, pratiquement la même chose, sous une haute couverture militaire. Ne parlons pas du côté du Pumba, où tout un hôpital avait été brûlé la veille. Voilà. Et vous imaginez, quand on brûle un hôpital où les élèves, les jeunes eux-mêmes sont hospitalisés, où leurs parents sont hospitalisés, où leurs mamans, leurs soeurs et leurs enfants sont hospitalisés, vous pensez bien que les problèmes de ces jeunes-là ne sont pas les mêmes que ceux de Douala et Yaoundé. Et c'est pour ça que moi je dis qu'il est tout de même assez malaisé de comprendre, de réaliser que ceux qui vivent dans les villes, ceux qui sont par exemple à Yaoundé, n'ont aucune idée du drame que vivent les populations du sud-ouest et du nord-ouest. Regardez, quand vous quittez d'une ville à une autre, c'est-à-dire vous faites 100-150 km, vous ne voyez pas un qui vive, vous ne voyez même pas des chiens errer sur la route, parce que même les chiens ont été mangés, ou bien ont fui les lieux parce qu'il n'y a plus rien là-bas. Ce n'est pas possible, c'est un autre Cameroun. Hein? C'est un autre Cameroun. Moi, je pense qu'au contraire, et justement parce que c'est un autre Cameroun qui est en train de vivre à côté de l'autre Cameroun, il était absolument important pour la collaboration du chef de l'État de faire mettre dans son discours une préoccupation particulière pour leur dire que je sais que vous particulièrement, parce que ce n'est pas doux de faire un discours général en disant, bon, écoutez, vous déposez les armes, écoutez, nous avons créé 500 000 emplois, 500 000 emplois encore, qu'il n'a pas dit exactement dans quel secteur il les a créés. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a 500 000 emplois qui ont été créés dans le domaine des benskins. C'est certainement vrai, mais il n'était pas question pour le chef de l'État de nous faire une sorte de listing de ce qui a été fait entre le 11 février 2018 et le 11 février 2019. On sait que le 11 février 2018, un sous-préfet, tout un sous-préfet a été enlevé à Batibo. On n'a même pas retrouvé jusqu'aujourd'hui. Le 11 février 2019, c'est un hôpital qui a été brûlé. Donc moi je pense que la jeunesse du Cameroun a des problèmes spécifiques. La jeunesse, par exemple, du côté de l'extrême nord, elle vit aussi sous la peur des bandes armées, parce qu'il y en a qui parlent de Boko Haram. Le danger de Boko Haram a été sérieusement circonscrit, parce qu'on sait aujourd'hui, on le sait de plus en plus, que ce n'est plus Boko Haram avec des kamikazes qui venaient s'exploser et commettre des dégâts dans les populations, mais ce sont plutôt des gens armés qui arrivent, qui braquent tout un village, qui kidnappent des gens et qui les tuent. Donc ces jeunes-là n'ont pas les mêmes. Le jeune de Ouaza, de Dabanga, bien de Zigagé n'a pas les mêmes problèmes que le jeune de Douala ou d'Edea. Non, moi je pense qu'il eût été le bon temps pour le président de la République d'avoir une pensée particulière, je dis particulière, pour ces jeunes-là qui vivent une autre vie que celle des autres. Donc je sais qu'il y a des avocats qui ont suffisamment de talent pour nous faire comprendre que non, tout a été dit au dernier paragraphe de façon sibylline. Non, le problème ce n'est pas de dire des choses de manière sibylline, mais c'est d'avoir dans son discours une pensée, une attention particulière pour une catégorie précise de jeunes, parce qu'on ne peut pas s'adresser aux jeunes de manière holistique. Non, on dit des jeunes, les jeunes camerounais, vous, les jeunes, moi je me souviens à une certaine époque, justement dans un discours, je ne sais plus quelle année, un discours adressé à la jeunesse, où il avait dit que non, écoutez, il faudrait que vous sachiez que la machette est plus légère que le bic. J'invite les jeunes à aller dans les villages, à aller faire de l'agriculture et tout ça. Bon, il s'adressait à une catégorie de jeunes en particulier. Mais aujourd'hui, avec ce que vivent les jeunes du sud-ouest et du nord-ouest, moi je pense que l'occasion était bonne pour le chef de l'État de dire, écoutez, nous comprenons votre problème, nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de revenir, de ramener les choses à paix. Et surtout, il ne faut pas oublier que parmi ces bandes armées, l'essentiel de ces bandes armées, ce sont des jeunes. Ah oui. Ce sont des jeunes. Ah oui. Je pense que ce n'est pas tout de leur dire de déposer des armes. Non, il n'est pas question de leur parler de façon altière ou de façon de façon politique. Non, c'est dire que vous, les jeunes du sud-ouest et du nord-ouest, nous comprenons, nous savons, nous faisons. Et nous pensons que, moi je pense que c'est ça que les jeunes attendaient, c'est ça que les jeunes du sud-ouest et du nord-ouest attendaient. Malheureusement, nous faisons le constat que ça n'a pas fait partie justement de ce discours
fort attendu et qui, une fois de plus, il faut le dire avec regret, a déçu les jeunes du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Jean-Jacques Ndiok, comme dit Camille Nélé, un discours paternaliste, c'est ce que les jeunes du Sud-Ouest et du Nord-Ouest attendaient, mais non pas. Parce que lorsqu'on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, le convoi du gouverneur Bernard Okale Abilaye a été attaqué une fois de plus, parce qu'il se rendait à Kumba pour faire l'État, voir ce qui s'est passé là-bas par rapport à l'hôpital. Il a été attaqué dans 3 localités différentes. Et comme il a dit, c'est les jeunes. C'est une zone, ce sont des zones qui sont dangereuses. Oui. Des zones qui sont en guerre. Dans une des émissions, Evekom disait que pour qu'un gouverneur soit attaqué, sans sécurité, ça devient un peu dangereux. Donc ce type de problème devrait être pris au sérieux. Si le chef d'État estime que la jeunesse de ces 2 régions, je pense qu'il a intégré déjà cela, comme il en a intégré d'autres problèmes camerounais qui ne sont plus d'ordre d'urgence. Oui. On est passé d'un plan d'urgence, on est passé à aujourd'hui d'autres plans de grandes réalisations, je sais quoi encore. Donc aujourd'hui, pour lui, je pense, les jeunesses de ces 2 zones-là ne sont plus ses préoccupations aujourd'hui. Parce qu'il estime que ces personnes-là, ces jeunes, si je le dis, sont de nature à... Pour lui, comme il a demandé de déposer les armes, ils n'ont pas fait, bon, il n'a plus à les intégrer. Mais je pense que c'était une faute politique pour lui. Cette là, 36 années de magistrature suprême, avant c'est dans d'autres. Donc c'est pour moi une grosse faute politique de ne pas intégrer cette population qui voulait une parole d'un homme d'État. Oui. Il vient d'être voté, il vient d'être élu. Le 5, il a prêté serment. On peut épiloguer sur la manière dont il a été élu, mais pour rassembler le pays, un discours en direction de ces régions, comme il en a fait lors de ces, pour les demander de déposer les armes. Oui. Je crois à la jeunesse, cette fête aurait été l'occasion pour lui qu'il la saisisse et qu'il demande aux jeunes, quitte à faire même une réunion. Pourquoi est-ce que le président Macron a convoqué les Gilets jaunes quand c'était grave? Donc il aurait même demandé à son ministre de convoquer la jeunesse de ces 2 régions, de monter sur Yaoundé, faire une réunion de jeunesse de ces 2 régions pour savoir. Quand c'est grave, le chef d'État prend certaines dispositions pour permettre de sortir des crises. Donc comme nos dirigeants n'ont pas le plus souvent ce type de réflexe, jusqu'à ce que la situation police et qu'on en arrive à des états. Donc l'hôpital, comme disait le co-panéliste, un hôpital qui a brûlé avec 4 morts. Et je lisais encore un journal cet après-midi, dans les 2 régions, c'est une vingtaine de morts qu'on a pu décompter. Le sud-est et le nord-ouest, c'est beaucoup. Oui. Un mort de plus, c'est toujours grave pour un État. Et c'est qui? C'est la jeunesse. Elle représente 70% ou 75% de la population. Donc je pense soit on est dans une tactique de laisser mourir progressivement afin que ce nombre puisse décroître. Okay. Je ne sais pas pour quel intérêt. Maître Ledio, on a comme l'impression que le CNDDR, c'est un peu l'essoufflement. Parce que le président a parlé le 6 novembre, il a demandé aux jeunes de déposer les armes, même comme le CNDDR a été créé le 30 novembre, le jour où on nous a retiré l'organisation de la CAN, le 30 novembre, et le 31 décembre, il a également demandé à ces jeunes de déposer les armes, même comme il disait qu'il allait instruire, de les neutraliser. Mais il n'évoque pas ça aujourd'hui, ça veut dire quoi? Que ça ne bouge pas du côté du CNDDR, il n'y a pas cet engouement de la part des jeunes à déposer les armes? Mon cher Alain, sincèrement, ce serait très tôt de jeter déjà un jugement, de faire un jugement sur cette commission de désarmement et d'immobilisation. Ce que je retiens, c'est que le président, sincèrement, a raté une occasion en or de se présenter comme un père fédérateur. Il aurait dû tenir un discours paternel vis-à-vis de ces jeunes qui sont, à tort ou à raison, enrôlés dans cette guerre qui finira par emporter tout le monde. Alors, en réalité, le discours du 10 février passé a été prononcé dans un contexte sociopolitique tendu, marqué, si vous pouvez me le permettre, marqué par les attaques aux frontières à l'est, les prises d'otages à Damawa au nord, et pour ce qui nous concerne, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest.
Et c'est une crise qui est même déjà en train d'interpeller certaines chancelleries occidentales. Priorité. Dans le contexte, vous excluez les arrestations dans le MRC, les militants du MRC, des dirigeants. Tout ça ne pèse pas? Je préfère faire fi de cela. Pourquoi? Ce qui m'intéresse vraiment dans le discours du président relativement au débat du jour, c'est la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest. La population de ce côté-là, franchement, vit une certaine psychose que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il était de bon ton pour le président de dire un mot, parce que l'on ne veut jamais, l'on ne doit jamais se fatiguer de rappeler ces jeunes-là de laisser les armes. On ne peut pas dire qu'il a fait tel jour, il a fait tel autre jour, maintenant il ne doit plus faire. Là, qu'est-ce que je veux dire? L'image du père Fouettard n'est pas celle qu'on doit présenter actuellement à ces jeunes qui sont presque radicalisés. Il est question de les faire comprendre que la situation telle que nous la vivons, le gouvernement en est conscient, le gouvernement travaille avec ses moyens pour que la situation revienne à la norme. Et prononcer un discours en faisant fi de cette jeunesse, moi je pense, c'est continuer à vouloir radicaliser les enfants qui sont enrôlés, je dis bien à tort ou à raison, dans cette nébuleuse. Or, le contexte y est. Le contexte permet au président de se montrer fédérateur. Ce n'est pas en portant je veux dire en se présentant comme un père Fouettard qu'on doit ramener les gars à la raison. C'est vrai, d'autres jeunes sont entrés dans cette guerre et certains veulent même en ressortir. Il n'y a pas peut-être des moyens. Non, mais il y a le CNDDR, non? Justement, il y a le CNDDR, mais ne vous dites pas que c'est une nébuleuse. Vous sortez, vous pouvez les couper. Vous comprenez? Comment ça? Bon. Le ministre Tangandji et le gouverneur Fayengo se sont montrés rassurants. Justement, rassurant, il est maintenant question, vous me prêtez le flanc, il est question de montrer la bonne foi c'est-à-dire si vous me permettez l'expression, en amadouant ces jeunes-là, de sortir. Moi, le président, père fédérateur, je ne suis pas un père Fouettard. À la veille de votre fête, je vous exhorte à laisser les armes. Venez, on doit en débattre. Laissez l'alcool, laissez le tabagisme, venez, on va en débattre. Voilà de quoi il est question. Et si vous poussez la réflexion loin, monsieur Alain, vous allez vous rendre compte que c'est même le désœuvrage qui pousse certains, qui aurait poussé certains à être enrôlés dans ce... Mais imaginez qu'un jeune, après avoir fini son cycle secondaire ou le deuxième cycle universitaire, ne peut pas être incapable de changer son environnement immédiat, incapable de vivre décemment. Toutes ces leçons de morale, vous pensez que ça peut passer? Mais ça, c'est pas spécifique aux jeunes du nord-ouest et du sud-ouest, hein? Les jeunes du nord-ouest actuellement ont besoin qu'on leur parle. Et c'était l'occasion, l'occasion rêvée de dire au président, j'ai mis sur pied une commission. De dire aux jeunes? De dire aux jeunes, oui. Plus précisément, remettez les armes. Et puis, je prends... Mais il pense qu'il a déjà fait 2 fois. Il ne doit pas se fatiguer. C'est ça le problème. Il doit parler, reparler. Prenons une imagerie, une image aussi banale. Vous avez un enfant à la maison qui ne met pas peut-être les chaussures où cela doit être. Vous allez continuer à parler jusqu'à ce qu'il comprenne que voilà, ça doit dorénavant
rester comme papa dit. Okay. Vous ne devez pas vous fatiguer. Ok. Saint-Jalin, je voudrais quand même faire observer que j'entends des choses. Moi, je me demande si c'est le même discours qu'on a écouté. Sur le désœuvrement. Non, est-ce qu'il a parlé des jeunes du sud-ouest et du nord-ouest? C'est ça. Est-ce que dans votre discours, M. il a parlé du nord-ouest, du sud-ouest? Bien sûr. Comment ça? Quel paragraphe? Il a parlé du désœuvrement. Non, quel paragraphe? Il a parlé du désœuvrement. Le thème ce soir, c'est Biya esquive la crise dans le nord-ouest et du sud-ouest. Je comprends très bien, mais moi-même, j'ai vu ce fameux paragraphe, le dernier. Il parle de sécuritaire. Oui. Ah, c'est de manière globale. Mais le problème dans le nord de ce sujet est un problème sécuritaire. Lorsqu'il dit que nonobstant le problème sécuritaire, nous devons rester unis et dans notre diversité. Pourquoi il n'a pas fait la même chose le 6 novembre et le 31? Pourquoi le 6 novembre, le président pointe les jeunes, il les appelle les entrepreneurs de guerre? Non. Comment non? Excusez-moi, Serge Alain. Il faut bien faire la distinction entre un discours programme, un discours de fin d'année et un discours adressé à la jeunesse. Oui. Quand le président de la République s'adresse à la jeunesse du sud-ouest et du nord-ouest qui souffre. Quand le président de la République, je vais finir, je vais répondre à votre question. Oui, quand le président de la République s'adresse à la jeunesse, c'est à la jeunesse camerounaise. Oui. Et lorsqu'il s'adresse, il ne va pas particulariser. Cependant, de manière sous-jacente, il évoque tous les problèmes dont souffre cette jeunesse. Tout à l'heure, on a parlé du désœuvrement. Le président de la République a évoqué cela dans son discours. Il a parlé du désœuvrement en disant qu'il faut combattre le désœuvrement en évitant de sombrer dans l'alcoolisme et le tabagisme. Il l'a dit. Lorsque vous dites qu'il devait dire un mot en disant jeunes du nord-ouest et du sud-ouest. Non, c'est une façon de parler. Mais si c'est une façon de parler, comprenez donc que dans son discours, il a parlé de la jeunesse camerounaise avec tous les problèmes, y compris les problèmes de ceux de la région du nord-ouest et du sud-ouest. En plus, dans le discours, en début du discours, le président de la République est allé jusqu'à dire j'ai déjà eu l'occasion de dire que je ne reviendrai pas dessus. C'est-à-dire que j'ai déjà eu l'occasion de dire à cette jeunesse que voilà, et je ne reviendrai pas sur ces problèmes particuliers. Le président de la République, lorsqu'il parle à la jeunesse, il faut bien que l'on se dise une chose. C'est un discours de fête de la jeunesse. C'est la jeunesse camerounaise. S'il commence par nord et sud-ouest, l'extrême nord réclamera. Si on continue, la Dama va réclamer. Le président de la République a de bonnes raisons, et je pense qu'il a suffisamment de sources d'informations et que ceux qui rédigent son discours sont suffisamment qualifiés, ou alors lorsqu'il veut prononcer un discours, parce que lorsqu'on dit qu'on rédige son discours, c'est faire comme s'il n'est pas capable de faire un discours. Il est la première autorité de ce pays et lorsqu'il y a un discours à faire, c'est lui qui indique le sens du discours qu'il doit faire prononcer. Quand il prononce dans son discours, il parle du désœuvrement, je ne peux pas accepter qu'on vienne dire qu'il n'a pas parlé de cela. Lorsqu'il prononce son discours, il parle des problèmes de chômage des jeunes. Je ne peux pas accepter que l'on vienne sur un plateau dire qu'il n'a pas parlé des problèmes du chômage. Lorsqu'il a parlé des problèmes de création d'emplois, du centre de formation, lorsqu'il a parlé de la diversification des filières de formation, lorsqu'il a parlé des programmes d'emploi pour la jeunesse, lorsqu'il a parlé des emplois créés pour la jeunesse, moi je pense que les emplois ne concernent pas seulement les jeunes des régions francophones, mais les jeunes et du nord-ouest et du sud-ouest et les jeunes de tout le Cameroun. Il faut donc comprendre un discours du chef de l'État s'adressant à la jeunesse camerounaise comme un discours général, un discours englobant où il touche toutes les sensibilités sans avoir besoin de rappeler à chaque fois nord-ouest, sud-ouest. Voilà ce qu'il y a à faire. Oui, rapidement, si tu... Oui, maître, je vais vous donner la parole. Voilà, je voulais recadrer quelque chose à la suite de mon confrère pour dire que en réalité mes propos n'ont pas été compris. Je dis ceci, en poussant la réflexion loin, l'on se rend compte, c'est ce désœuvrage, ce désœuvrement autant pour moi, qui pousse cette jeunesse à se jeter dans ce genre je veux dire, s'enrôler dans cette nébuleuse. Je n'ai pas dit ici que dans le discours de Monsieur le Président, il n'a pas évoqué ça. Et allons même loin. J'ai dit, quand il demande à la jeunesse camerounaise, comme le dit bien mon excellent confrère, il parle en général, je dis, en réalité, le contexte dans lequel ce discours est prononcé a mené le président à se montrer fédérateur, à se montrer paternel. Et pour se montrer paternel vis-à-vis de la jeunesse anglophone, il devait nommément les citer. Voilà.
Voilà, Kaminelin, oui. Non, moi j'admire l'opinion de mon voisin de droite. Oui, Maître Tegem. Oui, Maître Tegem à nous dire ce que lui, il a entendu et qu'il lit entre les lignes, mais que personne de nous n'a entendu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit qu'on n'a pas cité le Nord-Ouest. Mais le problème est que nous ne sommes pas là pour contredire le chef de l'État. Nous sommes là pour dire que le chef de l'État aurait dû avoir. Nous ne sommes pas là pour parler seulement des jeunes qui sont enrôlés. Nous parlons ici des jeunes qui sont des victimes. Des jeunes qui ne peuvent plus aller à l'école, qui n'ont pas pu aller au défilé. Qui ont perdu leur travail. Imaginez la centaine de milliers de personnes de la CDC qui ne travaillent pas. Il y a beaucoup de jeunes là-dedans. Il y a beaucoup de parents là-dedans qui ne peuvent plus assurer la pitance de leurs enfants parce que la CDC, premier employé de l'État, est morte de ce côté-là. Et est tellement morte que les gens ont fui, les plantations sont en train de tomber en jachère. Non, le problème c'est que nous aurions souhaité, nous attendions à ce que le chef de l'État ait une attention particulière en citant ces jeunes. Pas seulement les jeunes qui sont enrôlés là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de mercenaires aussi, mais les jeunes qui sont essentiellement victimes. Et la jeunesse est extrêmement victimisée dans cette affaire où les jeunes meurent tous les jours. Parce que les jeunes, même les jeunes militaires qui meurent, les jeunes gendarmes, hier encore, un jeune gendarme a été sauvagement assassiné et découpé. Hein. Les jeunes qui meurent là-dedans, ce sont des jeunes. Et ces jeunes-là, c'est les jeunes qui sont des victimes. Hein. Ce n'est pas seulement les jeunes qui sont des entrepreneurs de guerre, mais les autres jeunes qui veulent aller à l'école, mais qui ne peuvent pas aller à l'école, qui sont tués parce qu'ils sont là pour essayer de préserver les personnes et les biens. J'ai entendu une grande personnalité, quelque chose, j'étais ahuri d'entendre une grande personnalité dire ici sur les antennes de Kinor qu'il faut démilitariser les zones du sud-ouest et du nord-ouest. Mais j'ai bondi, je me suis demandé, mais on est où? Il suffit qu'on enlève tous les militaires pendant 5 jours. Toute cette zone-là, personne ne pourra plus jamais mettre les pieds là-dedans. Mais cette jeunesse-là qui fuit, imaginez le nombre de jeunes qui sont livrés, de jeunes filles qui sont livrées à la prostitution parce qu'elles ne peuvent plus aller à l'école, elles ne peuvent plus vivre, elles n'ont même pas les moyens de sortir de cette zone-là pour aller ailleurs. Elles sont livrées à la prostitution et à la concupiscence des bandes armées. Moi, je pense que le problème est réel. Et ce problème réel-là, moi, je dis qu'une fois de plus, les collaborateurs du chef de l'État ne lui ont pas donné l'occasion de mettre le doigt là où ça fait mal, parce que soit sa fonction aussi, c'est d'être le père. Et en étant le père, il doit comprendre que ceux-ci attendent ceci de moi. Donc moi je pense que c'est certainement agréable de faire des effets de manche sur un plateau en disant que non, il a voulu dire que, il a dit d'ailleurs que, il a dans tel paragraphe. Non, le sujet central est lequel? Pourquoi est-ce qu'il a esquivé? Il n'a pas parlé du sud-ouest et du nord-ouest, de la jeunesse du sud-ouest et du nord-ouest, qui plus que toutes les autres jeunesses du pays aujourd'hui sont dans une galère inextricable. C'est ça le fond du débat. Oui, Jean-Jacques. Oui, moi j'ai envie de dire que parce que pour même un peu en profondeur de son discours, vous voyez que là, en sortant les arrêtés d'exclusion de toutes les autres jeunesses, c'est opposé les uns aux autres. Initialement, toutes les jeunesses défilaient dans ce moment de joie, d'allégresse de tout le monde. Mais sorti des communiqués, dit ok, les jeunesses associatives ne vont pas défiler. C'est opposé les uns aux autres. Je crois que là, toujours, c'est une manière de continuer à opposer les Camerounais entre eux. Parce que je pense qu'intelligemment, aurait été de laisser toutes ces jeunesses défiler. Parce que c'est le seul moment qu'ils ont dans l'année de se retrouver avec des activités, des semaines culturelles qui s'achèvent avec. Mais dire que, ok, les jeunesses, si j'étais à Yaba, c'est pour le défilé, mais j'ai vu les jeunes, toute la jeunesse associative était partie quelque part. Il n'y a que les écoles, les lycées qui. Imaginez donc que ça prenait d'autres proportions. Parce que c'est un moment où ils sont habitués à faire cela. Ils ont organisé des rencontres culturelles, des matchs de football. Et après, on dit, vous ne défilez pas. Donc je pense qu'il aurait été, même au-delà même du nord au sud-est, laisser que tous les jeunesses puissent défiler et montrer toujours cet esprit de cohésion de la nation. Parce qu'en commençant par dire que vous, les jeunes les jeunesses de la politique, les jeunesses associatives, vous ne défilez pas, c'est créer encore des scissions dans le pays. Vous n'allez pas... Nous tous, nous avons lu ce discours, mais oui, bien sûr, nous sommes d'accord que ça manque. Non, ce clin d'œil à la jeunesse. Moi je dis. Peut-être que la jeunesse qui a pris les armes ne veut pas obtempérer, entre guillemets, déposer les armes. Mais il y a, comme dit Camille, il y a une jeunesse qui est prise entre deux feux. Qui voulait bien participer à cette fête républicaine qui est le 11 février. Le chef de l'État a, dans tous ses discours, évoqué la jeunesse camerounaise.
que ce soit le discours de l'EMIA, que ce soit le discours du 31, que ce soit le discours de prestation de serment. Je dis, le discours du 11 février, vous n'allez pas attendre qu'il oppose les jeunes Camerounais entre la jeunesse qui est concernée par la crise dans le nord-est et le sud-ouest et les autres. Le chef de l'État ne particularise pas son discours. Il est président de tous les Camerounais, l'élu de la nation entière, et en cette qualité, il s'adresse à la jeunesse. Il particularise quand il demande de déposer les armes. Mais c'était le sujet. C'était le sujet en ce qui concerne le dépôt des armes. Comment ça? C'était un discours sur l'état de la nation, le 31 Très décembre. bien. C'est ce que j'ai dit, un discours programme. Ne faites pas une distinction entre un discours programme et un discours dédié à une fête de la jeunesse camerounaise. Quand le président de la République, on a un problème. Est-ce que la jeunesse camerounaise a les mêmes problèmes? Je le dis et je le martèle. Quand le discours est adressé à la jeunesse a les mêmes problèmes partout. Je le dis et je le maintiens. Lorsque vous prenez un jeune de Douala, il a ses problèmes. Vous prenez un jeune de Yaoundé, il a ses problèmes. Un jeune de Garoua a les siens. Et un jeune dans le Nord-Est a les siens. Et ce sont les mêmes. On ne peut pas. Mais pour vous, la fête de la jeunesse, c'est quoi? Pour moi, oui. C'est une occasion offerte aux jeunes de, si vous voulez, de se distraire, de partager, d'échanger. Et ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont fait ce que vous dites là? Mais malheureusement, la zone est en conflit. Ça veut donc dire qu'il y a les mêmes problèmes. Des problèmes sérieux dans cette zone. Voilà. Et le président de la République, relativement à ces problèmes, a balisé les pistes en évoquant ces problèmes, en proposant même des solutions. Il leur a dit comment il peut faire la politique. Il leur a même dit ce qui est antidémocratique. Il a parlé de l'unité nationale. Il a parlé des problèmes sécuritaires. Mais il s'adresse à qui si ce n'est pas à cette jeunesse-là? Dans le discours, vous n'allez pas attendre d'un président de la République qui s'adresse à la nation entière qu'il dise que jeunes du Nord et du Sud-Ouest, il ne va pas opposer les jeunes entre eux. Non. Il s'adresse à la jeunesse et en s'adressant à la jeunesse, il en profite pour évoquer tous les sujets, toutes les questions de manière générale. Ce sont les problèmes de la jeunesse qui se posent de manière générale. Ok, bonsoir Cédric Noufelet. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant Cédric au menu ce soir. Ce soir, nous ferons le point sur cet incendie qui a presque tout consumé l'hôpital de district situé à Koumba, dans la région du Sud-Ouest. Le gouvernement condamne des actes barbares et des atrocités attribuées à un groupe de rebelles sécessionnistes. Le ministre de la Communication qui a présenté les condoléances du président de la République et du gouvernement à l'endroit des victimes et des familles durement éprouvées. Mais la Commission des droits de l'homme estime que cela est insuffisant. Cette commission qui critique les mesures de sécurité prises autour des espaces publics dans les régions anglophones, mais aussi qui estime que la stratégie gouvernementale est insuffisante pour résoudre cette crise en proposant un appel à un cessez-le-feu d'ordre général impliquant les deux camps engagés sur le front de guerre contre les séparatistes dans les régions anglophones. Et nous évoquerons également la réaction du secrétaire général des Nations Unies lors du sommet de l'Union africaine. Il s'est exprimé sur la situation des droits de l'homme dans les régions anglophones et le message qu'il a partagé avec le Premier ministre, chef du gouvernement camerounais. Et nous parlerons dans le journal de 20h sur l'ambiance au nord-ouest et au sud-ouest pendant la célébration de la fête de la jeunesse. Vous verrez comment ils sont très peu nombreux, des jeunes qui sont sortis pour braver la peur, braver ces appels aux journées villes mortes afin de défiler sur la place des fêtes dans les principales villes des régions du sud-ouest et du nord-ouest. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufelet et toute l'équipe de la rédaction centrale de Douala va développer pour vous tous ces titres. Ce sera dans le 20h. Et quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie de nos 4 invités pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Madame, Monsieur, place tout de suite à la pause journal. Selon le gouvernement qui a condamné cet acte barbare attribué aux groupes séparatistes et aussi qui a rassuré les populations sur toutes les mesures prises pour garantir la sécurité, mais aussi pour œuvrer afin du retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est Jean. Bernard Okalia Bilay, une fois de plus, essuie des coups de feu de la part des séparatistes. Son convoi qui n'a pas échappé aux balles de ces groupes armés alors qu'il se rendait à Koumba pour faire l'état des lieux dans l'hôpital de district. Au moins 12 personnes blessées. Le gouverneur
est sain et sauf selon les dernières nouvelles et il reste déterminé à assurer la protection de sa région du sud-ouest, elle qui vit souvent au rythme des journées ville morte dans certaines localités de cette région anglophone. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel de Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie, la partie consacrée au débrief, toujours en compagnie de Maître Achille Ledio, Jean-Jacques Ndiok, Maître Georges Tegem et Camille Nélé. Dites-moi, Camille Nélé, la sortie du docteur Chemouta Divine Banda, il pense qu'il faut un cessez-le-feu dans les deux camps. Alors que le président parlait, il demandait à un camp de déposer les armes. Comment comprendre ça? C'est une sortie théâtrale. Théâtrale et inutilement théâtrale. Vous ne pouvez pas me dire que lui qui est chargé justement de la lecture de la perception des droits de l'homme au Cameroun, il estime que c'est une guerre qui est entre deux camps. C'est-à-dire qu'il assimile les séparatistes, qui sont des groupes hétéroclites multipliés par N, à l'armée camerounaise qui, elle, est garante de la sécurité et des personnes et des biens. En disant qu'un camp va déposer les armes, l'autre camp ne doit pas déposer. L'armée est faite pour avoir des armes. Les civils ne sont pas faits pour avoir les armes. Comment est-ce qu'il peut parler de deux camps, comme s'il s'agissait de deux partis politiques ou de deux équipes? Moi, je pense que c'est inutilement théâtral. La perception de cette situation ne doit pas être aussi légère pour une personne de cet âge-là. Même si cette personne veut appeler au dialogue, ce n'est pas en ces termes. Donc moi, je pense que c'est une sortie inutile et moi, je pense il ne lui appartenait pas de parler de camp. C'est vrai que le dialogue ou une tentative de sortie par une concertation doit être envisagée, mais au bout du compte, quand vous avez des gens qui sont là, qui sont en train de parler de leur embassonnés et de leur pays, vous allez faire quelle concession avec eux? Et moi, je pense qu'un pays, une république, quand elle est attaquée par des sécessionnistes, elle a d'abord le devoir de légitime défense et des frontières et des personnes et des biens. Aujourd'hui encore, vous savez, allez vous renseigner, vous verrez qu'il y a des terroristes de l'ETA qui sont passés devant les tribunaux. Donc, un pays défend d'abord le territoire. Un pays n'a pas à dire que non, nous allons discuter. La sécession est inadmissible. Aucun pays au monde n'admet la sécession. Et moi, je pense que quand on commence à nous parler de cette guerre comme d'une partie sportive entre deux équipes, moi, je pense que c'est inutilement théâtral. Ok, Maître Achille Ledio, à suivre le docteur Chemouta, on a comme l'impression que c'est ça qui fait que le CNDDR ne porte pas les fruits, c'est-à-dire qu'on ne voit pas beaucoup les jeunes déposer les armes. Parce qu'ils se disent qu'ils vont être piégés, entre guillemets, parce que de l'autre côté, on a toujours les armes. Pourquoi ils demandent à ce que les deux camps arrêtent les hostilités? Non, vraiment, on ne peut pas, à ce niveau et au regard des responsabilités qu'il a, parler de deux camps. Il faut se dire des vérités. Oui. Les forces de maintien de l'ordre sont là pour la sécurité des personnes et des biens. Est-ce que vous comprenez ce discours qui tend à dire qu'il faut démilitariser d'abord les régions nord-ouest et sud-ouest? Ce discours, pour moi, c'est un discours qui ne devrait pas avoir lieu. C'est un discours. La situation au nord-ouest et au sud-ouest, c'est une situation qui appelle à un renforcement de la sécurité des biens et des personnes. Vous voulez, on doit augmenter les effectifs pour vous? Non, je veux dire que renforcer pour la sécurité au nord-ouest appelle une présence effective et efficiente des forces de maintien de l'ordre. Je peux vous dire, si vous enlevez les forces de maintien de l'ordre là-bas, vraiment, ce serait la catastrophe.
ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'encadrer tout ce que nos forces de maintien de l'ordre peuvent faire sur le terrain. Éviter tout débordement, les exactions. C'est ce qu'il faut faire, encadrer les actions. Mais je suis convaincu que au jour d'aujourd'hui, on ne saurait parler de retrait. La zone est militarisée. Avec la radicalisation que l'on est en train d'observer, véritablement, ces populations sont dans leur bon droit d'être sécurisées, comme on est en train de l'observer là. Dire qu'il y a deux camps, pour moi, c'est une position très légère. On ne peut pas, on dialogue avec qui d'abord? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de micro-groupes maintenant que même entre eux, là, c'est la débandade, ils ne s'entendent pas. Moi, je pense, pour moi, que l'on devrait encadrer les actions de nos forces de l'ordre sur le terrain au point d'éviter ce genre de rapport, ces genres de rapports que les ONG nationales et internationales ont eu à produire et qui accablaient nos forces de maintien de l'ordre. Donc, pour moi, vraiment, je pense que aller jusqu'à dire que les deux camps, vraiment, c'est une position très légère, et comme quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est une théâtralisation qui n'avait pas lieu d'être. J'ai l'impression que les gens ne font pas l'effort d'aller faire un tour de ce côté-là et de voir comment ça se passe. On raconte que quand des cars de transport arrivent, vous voyez des gens qui surgissent devant vous, qui demandent à chacun de sortir 10 000 francs. Sortez d'abord de l'argent. Vous sortez l'argent, maintenant on regarde, on prend votre téléphone, vous circulez. À un autre moment, vous voyez un autre groupuscule qui arrive et dit non, we don't pay, for back. Yes, they don't pay, on a go. C'est-à-dire qu'on assiste à une sorte de partition du pays avec des bandes qui prennent le pays en coupe réglée. Quelqu'un m'a dit que tu es dans ta maison la nuit, tu entends seulement to. Vous demandez que c'est où, vous en donnez seulement Wata na Wata. Ça veut dire que non, c'est eux. Vous ouvrez seulement la porte. Vous entrez tranquillement, vous prenez votre part. We do what we? Yes. Ok. Give you on. Alors, on assiste à une sorte de raquette permanente. C'est une terreur. Les gens n'ont aucune idée de ce qui se passe. Que ces gens-là qui parlent de droits de l'homme, qui sont violents, qu'ils aillent un peu faire un tour dans cette zone-là, dans ces zones-là. Qu'ils aillent vivre 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits dans des maisons qui circulent. Et maintenant, on verra les droits de qui ne sont pas respectés. Moi, je pense que c'est tout de même amusant d'entendre des personnes d'un certain âge raconter n'importe quoi sans être descendu sur le terrain et sans avoir touché la situation de ces zones-là avec le doigt. C'est vraiment dramatique. Moi, je vous dis que le Cameroun est en train de s'effilocher, mais de manière dramatique. Ok, Jean-Jacques, je vais revenir sur la position de Camille Nellet. Il pense qu'il ne faut pas, parce que le docteur Banda dit qu'il faut que les deux camps déposent les armes. Pour lui, on ne doit pas mettre une armée régulière sur le même piédestal que des individus qui ont décidé de prendre des armes contre la partie. Je pense que les spécialistes qualifient ça de la guerre asymétrique. Oui. On ne sait pas qui est notre adversaire, on ne sait rien du tout. Et les ONG que nous avons ici, le plus plein du temps, c'est un peu de jeter un peu de l'huile sur le feu. Parce qu'aujourd'hui, aller légitimer, parce que faire le camp, c'est légitimer le parti qu'on ne connaît même pas. C'est lui dire, ok, c'est un camp qu'on est en train de légitimer. Donc la communauté internationale doit légitimer ce parti, demander donc à une nation qui a une armée régulière et reconnue, de déposer les armes comme notre parti, dont on ne sait même pas la provenance de leurs armes. Autant les armes du Cameroun sont contrôlées, sont enregistrées. Lui demander de déposer les armes. L'autre partie, on ne sait pas d'où viennent ces armes. C'est mettre un invisible sur un même pied, etc. Et attiser le feu. Plus on va les légitimer, plus ils vont continuer à commettre les actions. Je pense que, comme nous disons toujours, c'est un dialogue qu'il faut pour sortir de cette situation. Il n'y a pas de deux solutions, c'est un dialogue inclusif. Et dit justement, pour dialoguer, il faut que les deux camps, comme il a dit, déposent les armes. Il est en train de légitimer un camp qui n'a pas à être légitimé. Oui. Il est en train de légitimer une situation qui n'a pas à être l'être. Nous nous demandons depuis le début, notre leader a dit, il faut toujours qu'il y ait une réunion de tous les partis, y compris même ces personnes qu'on ne connaît même pas. On va leur dire, ok, on ne vous connaît pas, mais venez quand même pour s'en sortir. Donc tenir ce genre de discours, c'est attiser à nouveau
c'est leur permettre de se radicaliser à nouveau parce qu'ils sont en train d'être légitimés. Ok. Donc, par rapport à mon compagnoniste, voilà. Voilà, Mentegem, il dit également qu'il regrette que les mesures n'aient pas été, les mesures de sécurité adéquates n'aient pas été prises pour encadrer, sécuriser les édifices publics. D'où ce qui s'est passé à l'hôpital de district de Koumba. Ça, c'est le président de la CNDHL. Oui. Tu notes une contradiction dans ses propos. Il peut pas une contradiction. Il ne peut pas en même temps demander de déposer les armes et demander de sécuriser. Il faut que l'on soit cohérent lorsqu'on s'exprime. Mais je vais regretter une chose, c'est que les droits de l'homme... Non, il parle de cesser le feu dans les affrontements, dans la belligérance. Mais lorsqu'il demande à l'armée de déposer les armes et il se plaint de l'insécurité, de l'insuffisance de l'encadrement de sécurité, il faut que l'on soit cohérent. Ce monsieur, bon, écoutez, le président de la République fait confiance à des Camerounais parce qu'il est Camerounais, il a le droit de travailler. Les droits de l'homiste, ils font leur boulot. Et je regrette une chose, c'est que ce monsieur, il pouvait plutôt nous aider à régler ce problème autrement, en s'inspirant peut-être de l'exemple, je l'ai toujours cité, de l'Espagne, parce qu'en 97, le Premier ministre José María Aznar a réglé le problème catalan à partir de la mort d'un citoyen catalan, le problème basque. À partir de la mort d'un citoyen basque, il a réglé le problème de manière vraiment excellente. Moi, je pense qu'en tant que président du CNDHL, il ferait mieux d'essayer de chercher des solutions comme celle-là pour régler ce problème, de faire la leçon à l'armée qui en seront. Je vais rappeler, pour terminer, que lors de son discours à l'EMIA, le président de la République a rappelé que l'armée, vous serez le bouclier de vos populations, mieux de votre pays. C'est cela le rôle de l'armée. L'armée est là pour sécuriser, l'armée est là pour défendre l'intégrité territoriale, l'armée est là pour défendre les édifices publics, elle est là pour défendre l'ensemble des biens appartenant à l'État. Lorsque le pays ou alors des personnes que l'on ne peut pas identifier attaquent le pays dans son intégrité territoriale, dans son unité, il me semble que c'est le devoir de l'armée de venir à la rescousse et défendre les positions qui sont celles qui sont défendables et qui sont celles qui sont républicaines. Voilà, Kaminele, le convoi du gouverneur, vous vouliez dire quelque chose d'abord? Oui, allez-y. Je voulais justement parler de ce convoi du gouverneur. Oui, allez-y. Attaqué dans 3 localités, on parle de Mouyouka, Balangui et Mabondi, c'est-à-dire entre Boya et Koumba. Je me pose sincèrement des questions sur la compétence de ces militaires qui sont chargés justement de la sécurité des personnes et des biens dans cette zone-là. Vous ne pouvez pas me dire que... Comment dit Jean-Jacques, c'est asymétrique. Est-ce que vous... Non. C'est un convoi. Qui passe. Vous êtes des militaires. Oui. Vous êtes un convoi militaire. Et vous savez très bien que vous pouvez être attaqué à tout moment. Les hélicoptères existent, qui sont au-dessus du convoi. Qui, dès qu'ils voient que des coups de feu passent à la tête de tel endroit, ils concentrent leur tir là-bas. C'est même plus facile pour un hélicoptère de mettre ce genre d'embuscade en débandade. Est-ce que les gens ne regardent pas les films, comment ça se passe dans les films? Comment est-ce qu'on peut dire que le convoi du gouvernement... Les films, vous voulez qu'on applique ce qu'on fait dans le film? Non, mais ce qu'on applique dans le film, c'est ce qu'on fait sur le terrain. Oui. Serge-Alain, un convoi est en train d'avancer. Il sait très bien qu'il peut être attaqué à tout moment. Il est couvert au moins... C'est la deuxième fois que le gouverneur a attaqué. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de couverture aérienne. Et la couverture aérienne est absolument nécessaire. Et les drones, qu'est-ce que vous en faites? Les drones sont là pour être au-dessus et être capables de détecter des mouvements en avance ou en arrière. Quand un convoi comme celui-là avance, il faut qu'il ait une couverture aérienne. Quand il n'a pas une couverture aérienne, il y a quelque chose de très très important qui manque. C'est pour ça qu'on peut assister à une situation aussi grotesque. Un convoi militaire ne peut pas être attaqué sur 3 points comme ça consécutifs. Non, c'est pas possible. Ce n'est plus un dispositif. Le convoi du Minef a été attaqué une fois. Oui. On peut se dire que non, il n'avait pas suffisamment pris la mesure de la dangerosité. Mais cette fois-ci, on doit comprendre qu'il faut absolument une couverture aérienne. Et ce n'est pas les hélicoptères qui manquent dans notre armée. Je suis désolé. Je voulais réagir. Ce qu'il dit est pertinent, mais il doit bien comprendre qu'on n'est pas dans une guerre internationale. On est entre nous les Camerounais. Lorsqu'il y a un problème de cette nature, il ne faut pas envisager des solutions extrêmes. Le gouvernement, en tout cas dans les mesures d'apaisement, ne peut pas mettre en place un dispositif comme s'il s'agissait de faire une guerre contre les étrangers. Nous considérons toujours que ce sont nos frères qui sont, comme a dit le président de la République, victimes du désœuvrement, qui ont donc pris des positions, si vous voulez, qu'on peut ramener à la juste mesure, et nous préférons utiliser, si vous voulez, les armes conventionnelles, comme on dit. Alors, si on peut les utiliser et obtenir, mais monsieur Nelly, si nous pouvons obtenir la paix
avec des armes conventionnelles, nous pensons que c'est ce qu'on doit s'employer à faire. On ne combat pas contre des ennemis, on combat contre, si vous voulez, c'est-à-dire c'est un combat du Cameroun contre lui-même. Ah bon. Quand c'est un combat et ces gens qui attaquent le Cameroun, à l'intérieur du Cameroun, c'est pas des ennemis du Cameroun? Non, nous pensons que c'est des gens qui sont simplement victimes du désœuvrement. C'est des gens qui, à un moment, se sont égarés. Le président de la République le rappelle dans tous ses discours que je vous lance un appel de ne pas suivre les entrepreneurs de guerre. Oui. Nous pensons pour notre part que ces mesures extrêmes comme celle-là, il faut les éviter parce qu'après tout, il s'agit d'un problème entre nous les Camerounais. Ok. Maître Achille Joe, le gouverneur Kalia Bilay se rendait justement à Kumba pour voir l'état de l'hôpital de district qui est allé en fumée dans la nuit de dimanche à lundi. Comment vous comprenez cet acte-là? C'est-à-dire que cet hôpital qui a été réduit en cendres, on va le dire comme ça, dans la nuit de dimanche à lundi. Hôpital. Ce Jalin, ben voilà, je vais d'abord dire que relativement à l'intervention de M. Nélé, oui, il ne faudrait pas sous-estimer le camp d'en face, si je peux utiliser l'expression camp d'en face. Oui, oui. Il ne faut pas sous-estimer ces entrepreneurs de la guerre là. Et maintenant, parce qu'il a commencé son propos en se demandant si ces hommes qui encadrent ou alors ces hommes qui sont chargés de la sécurité du gouverneur avaient de la compétence. Je dis non, il ne faut pas sous-estimer plutôt le camp d'en face. Ça c'est d'un. Et de deux, l'utilisation de l'espace aérien obéit à beaucoup de conditions dont les experts en la matière peuvent mieux nous édifier là-dessus. Et en plus, s'il vous plaît, en plus, nous ne sommes pas dans une situation qui demande l'utilisation de l'artillerie lourde. Il faut qu'on se comprenne bien. Mais vous-même, vous venez de dire qu'il ne faut pas sous-estimer le camp d'adverse. Il ne faut pas sous-estimer le camp adverse et il ne faut non plus se jeter à ce que j'appelais les exactions tout à l'heure. Vous utilisez l'artillerie lourde, je vous dis, les rapports des ONG internationales et même nationales vont faire à ce que rapidement ces instances internationales braquent les yeux sur vous et puis vont venir seulement entrer en jeu, puisque on ne peut pas laisser un gouvernement massacrer son peuple, même si son peuple s'est retourné contre lui. On ne peut pas utiliser déjà les hélicoptères ah bon. Et dire est-ce que je ne sais pas si vous avez vraiment suivi son propos quand il dit braquer tout ça là-bas. Il faut une couverture aérienne. Moi, je pense tout simplement que le gouvernement de la République du Cameroun se doit de lancer ce dialogue inclusif, ce dialogue que le SDF par la voix de son chairman ne fait que demander. Nous avons demandé d'ouvrir un dialogue. Le fait de se cacher derrière une arrogance sans pareil et faire comme si c'était des étrangers n'avance pas la situation. Nous devons ouvrir nous devons lancer le dialogue, nous devons ouvrir des concertations et puis je pense que si chacun s'exprime, l'on finira par trouver la solution à ce problème. La situation s'empire, la situation se radicalise parce que le gouvernement se cache derrière, le gouvernement gère cette affaire avec une arrogance sans pareil. Les enfants se sont rebellés, les enfants se sont levés contre l'État établi. Vous les appelez les enfants. Vous les appelez les enfants. Bon. Parlons comme ça, rappelons ça comme ça. Ce sont les enfants de la mère de la patrie. Alors, ils se sont levés contre le gouvernement établi. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Ça ne peut passer que par un dialogue inclusif et franc. Ok, excusez-moi, j'avais juste une phrase. Vous savez, j'aime pas beaucoup le discours qui consiste à faire la leçon. Si le chairman, c'est un problème des Camerounais, je pense que même moi, si j'avais une solution à ce problème, je l'aurais proposé au gouvernement. Si le chairman du SDF, comme vous le dites si bien, a une solution, mais qu'il l'implémente.
S'il implémente, le chef de l'État va approuver. Non, il ne peut pas implémenter. Il a écrit au président de la République pour attirer son attention une fois de plus, que lui-même, il a été pris à partie par ces bandes de rebelles-là, et puis il ne fait qu'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que le dialogue, c'est la seule issue de sortie. Implémenter, dit entre nous, c'est le gouvernement qui pourrait prendre les devants pour implémenter tout ce qu'on peut proposer. Non, excusez-moi, chers confrères, moi je pense que lorsqu'il y a un problème qui se pose quelque part, c'est un problème national. Si vous avez une solution, allez-y, prenez, implémentez-la. Ne faites pas seulement la leçon. Vous avez des solutions. Si le chairman a une solution, qu'il avance dans sa solution et qu'il règle le conflit. Le président de la République l'approuvera, ça, je peux vous le garantir. Ok, Jean-Jacques, sur cet hôpital qui allait en fumée hier, quelle est la position de votre leader et 11 millions de citoyens? Vous êtes prononcé là-dessus? Un hôpital, ça représente quoi? Est-ce qu'on peut imaginer les gilets jaunes qui mettent le feu sur un hôpital? Quand ils sont exacerbés, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. S'ils sont exacerbés, mais le chef de l'État comprend, écoute. Oui. Ils ont posé beaucoup d'actes en France. Le président de la République a mis en place des mesures pour les écouter. Oui. Le fameux dialogue national qui est en train de se dérouler dans toute la France, oui, où on est réunis dans des mairies, dans les commissions, c'est ça la réponse, pour écouter. Et il y a des milliers de propositions qui s'en font. Ici, on fait la sourde oreille. Carval a dit depuis le début de cette crise, c'est la réunion. Il y avait une réunion qui était prévue avec le cardinal Toumi qu'il avait initié avant les élections. Oui. On a dit, ok, peut-être si on le fait avant, il y a trouble. On a reporté. À ce jour, on en est où avec ça? Il n'y a qu'une seule solution, c'est s'asseoir, dialoguer. On ne serait pas en train d'arriver à avoir un hôpital avec tout le plateau technique. Dialoguer avec qui, s'il vous plaît? Avec tout le monde. Les gens se sont présentés. Dialogue inclusif, M. Teguet. Moi, je me pose la question. Vous avez commencé par libérer 240 personnes. On a dit de continuer à libérer. On a continué à libérer. On a continué à libérer. Oui, on a continué à libérer. On a que le CNDD à venir. Mais d'autres sont encore non, ils disent qu'ils ne peuvent pas venir parce que de l'autre côté, ils sont armés. Non, le CNDD ils ont peur, ils trouvent que c'est un piège. Le CNDD n'est pas armé. Non, c'est pas le CNDD. Donc, c'est l'instance qui a été mise en place pour faciliter le dialogue. Ok. Voilà, merci Jean-Jacques, merci à Maître Achille Diop, merci Maître Teguet, merci à vous Camille Nelé, vous êtes venus, merci. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro de Equinoxe Soir. Rendez-vous demain dès 19h, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit également à ici les Moulineaux.